Comme à chaque cours, vous avez droit, vous le savez maintenant, à une citation. Celle de Jean-Luc Godard. Vous pouvez donc la lire depuis quelques instants. Qu'est-ce que l'art, sinon ce par quoi les formes deviennent style? Ce cours est le dernier de la série composée que je donnerai au collège avant de traiter dans les 3 suivants, qui seront également les 3 derniers, jusqu'au 4 mai, de l'opéra, ou tout du moins ce qu'il m'arrive d'entendre de l'opéra, mais nous n'y sommes pas encore. Depuis le 9 février, je n'ai traité devant vous et pour vous que d'une unique question que je n'avais jamais abordée auparavant. Comment construire une forme? Pour cela, j'ai abordé donc des notions, et l'on aura compris que j'y semble tenir, comme dérivé, courbé, relié, détourné, et aujourd'hui greffé, bien qu'à la vérité, je traiterai cette dernière notion de façon plus périphérique que dans les autres séances. Comme vous le savez, ces mots étaient, sont et resteront surtout des incitations à éclaircir et agencer mon raisonnement relatif à l'acte de construire, c'est-à-dire de créer. Comme je m'en suis expliqué à maintes reprises, cette ambition est sans doute la plus difficile qui soit. Dans ma leçon inaugurale, je disais qu'il est possible de révéler le contexte d'une création musicale en décrivant l'enchaînement des décisions qui permettent ou autorisent son écriture. J'ajoutais en revanche que décrire une procédure de progression dans une œuvre musicale n'est pas la création en train de se faire, ce n'est qu'une description. J'ai décrit ainsi quelques-unes de mes pièces, à la vérité un peu, mais plus que la présentation de leur topographie, j'ai tenté de retracer le contexte des transformations de forme à l'intérieur desquelles ces contours s'exprimaient, ce qui au fond nous rapprochait probablement de la topologie. Je rappelle que le mot topologie veut dire étude du lieu. C'est une branche des mathématiques qui concerne l'étude des distorsions ou déformations spatiales continues sans extraction de leurs parties ni recollement des structures. La topologie étudie donc les fonctions d'étirement, de torsion, de distension, d'altération de l'espace, mais sans jamais désagréger ou dissocier la forme qui, de ce fait, garde des propriétés invariantes. Par exemple, et ça c'est très intéressant, la topologie nous apprend qu'un triangle est la même chose qu'un cercle. C'est amusant, non? C'est-à-dire qu'on peut transformer l'un en l'autre sans pour autant disjoindre la forme au sens où l'entend précisément la topologie. Mais un cercle ou un triangle ne sont pas les mêmes choses qu'un segment de droite. En effet, il est simple de comprendre qu'on doit briser le cercle ou le triangle ou toute autre forme géométrique pour obtenir le segment. C'est la raison pour laquelle les mathématiciens appellent cela la géométrie de la feuille de caoutchouc. Parce que c'est comme si on étudiait la géométrie avec une feuille de caoutchouc que l'on pourrait contracter, étirer, etc. Les vidéastes appellent ce procédé de déformation progressive le morphing. Je vais vous en montrer une petite séquence. On a donc un objet qui est une tasse et qui devient cette espèce de donut, là, de cercle, qui est aussi une pâtisserie aux États-Unis. Et il y a équivalence de définition entre ces deux formes. Et pour quelle raison? Parce qu'en topologie, les distances n'existent pas. Cercle et ellipse sont équivalents comme sphère et ellipsoïde. Une surface plane équivaut à une surface ondulée, pliée, tordue. Une sphère lisse à une sphère bosselée. Un tore, une chambre à air, un donut, comme vous venez de voir, une tasse sont équivalents.
Mais un cercle est un ensemble de points particuliers. Si un seul point est retiré, ce n'est plus un cercle, mais un segment de droite. À l'origine, topos, topoi, veut dire emplacement, partie du corps, région, lieu. L'origine des mots est toujours passionnante. Et j'aime à relever aussi que ce mot de topos désigne un lieu commun, celui-là, un développement en rhétorique ou le thème d'un discours confère la topique, ou par exemple quand on dit une topique du discours. Mais j'ai cité le mot de lieu. Alors ce mot nous renvoie à la philosophie. Lieu nous vient du latin qui veut dire locus, enfin le mot locus qui sert à traduire le mot grec topos. Platon définit le lieu comme limite du corps enveloppant. Vous voyez comme c'est beau, rien que ça, la limite du corps enveloppant. Nous y sommes, n'est-ce pas, pour ceux qui ont écouté les cours précédents, une limite n'est-elle pas déjà un bord ? Ainsi, ceux qui ont assisté à ces cours savent de quoi je veux parler. Les philosophes, en particulier Aristote, se réfèrent à l'idée suivante. Là où se trouve un corps pourrait se retrouver un autre. Ainsi, le lieu est et doit être quelque chose de différent des corps qui l'occupent. Naturellement, je ne me risquerai pas, je vous rassure, surtout en ces lieux, à une dissertation sur une question si fondamentale de la philosophie. Je reste un musicien. Mais cette simple réflexion me permettra donc de vous ramener vers une autre simple question qui est la mienne, qui est la nôtre, la musique. Ainsi, quel est le lieu de la musique ? Quel est son topos ? Le son, l'espace de sa vitesse, l'espace de sa représentation, c'est-à-dire l'écriture dans la musique telle que je la pratique, la matière, la corporéité de cette matière, donc, le corps enveloppant, ses limites, ses bords, de quoi s'agit-il ? Et dans notre usage de la musique, pourquoi tel instrument, tel ensemble d'instruments ? Pourquoi ici celui-là et pas tel autre ? Certains se souviennent peut-être de la question que m'avait posée M. Zinc, le professeur de littérature médiévale au Collège de France, lorsqu'il m'avait demandé comment choisissez-vous un instrument ? Cette question m'avait beaucoup perturbé, tant au fond elle pointait les vraies lisières de l'imaginaire musical, ou mon imaginaire musical. Je ne sais pas répondre à la question de M. Zinc. Et oui, je ne sais pas. Pas plus que je ne saurais répondre à la très aimable dame qui m'a demandé la semaine dernière pourquoi je ne parle jamais de mon son, celui par lequel ma musique semble se caractériser d'entre les autres, ou tout du moins me faisait-elle la gentillesse et l'honneur de le penser. À la question « Pourquoi une musique est-elle différente ? Pourquoi ne convoque-t-elle pas une similarité avec d'autres ? Quels sont les bords d'une musique ? L'espace commun, au fond, l'assemblant à d'autres, etc. » Tout cela, à mon sens, doit certainement relever d'une question de style. Oui, c'est vrai, je ne saurais répondre à cette question non plus, et je ne sais pas pourquoi ma musique est différente, pas plus que je ne saurais dire ou expliquer pourquoi telle autre n'est pas celle-là. Bah oui, le style, sans doute. Mais c'est quoi le style ? Parce qu'en musique, le style, c'est peut-être aussi un genre. Oui, mais ça ne répond pas à la question. Et puisque nous sommes dans les questions sans réponse, je dois vous avouer que je ne sais même pas pourquoi la musique a besoin d'instruments. Oui, du reste, cela est-il si sûr qu'elle ait besoin d'instruments ? Moi, j'ai besoin d'instruments. J'aime ça. Mais toutes les musiques n'ont pas besoin d'instruments. Il y a aujourd'hui quantité de musique sans instruments. Oui, mais ce sont aussi des instruments. Par exemple, la musique électronique utilise l'électronique et l'instrument, justement, c'est ça, c'est l'électronique. Alors, pour revenir à la question de M. Zinc, je n'en connais pas la réponse. Même si je sais que la musique n'est pas, pour moi, réduite à sa fonction purement sonore, puisque j'écris la musique. Pourtant, ce n'est pas non plus le moindre de mes paradoxes.
La mienne, pourtant vous l'avez constaté, est très sonore. Alors, que se passe-t-il? Enfin, est-ce que le son est-il exclusivement l'espace d'une représentation mentale, c'est-à-dire un lieu, un topos, c'est-à-dire celui par lequel la chose advient à notre entendement? J'ai exposé dans mes premiers cours quelques échantillons des représentations connexes à cette idée et comment je parviens à les réaliser. Ceux-ci n'étaient donc pas des réponses et encore moins des lieux de raison idéologique ou même transmissibles, ce qui, dans certains cas, peut revenir au même. Et sur ce sujet, je ne crois même pas à leur exemplarité tant ils me sont personnels. Fond, ces modèles relèvent d'un usage privé, hautement individuel, et c'est sur cela que j'ai décidé de me concentrer pour ces cours au collège, parce que j'ai pris au mot la définition même de la chair de création artistique, comme je l'ai dit plusieurs fois, quelque chose qui relève de avant la musique. Il m'apportait surtout de manifester quelques exemples synthétisant autant qu'il est possible des modèles m'autorisant en quelque sorte de traverser le désir à former cette matière que l'on nomme musique. J'ai donc abordé avec vous ma question de la représentation formelle de l'espace sonore dans les limites qui sont les miennes. Par projection diagonale, relevant cette particularité que j'ai de tout voir de la gauche vers la droite, il doit s'agir au fond d'une singularité qui m'est propre. J'en veux pour preuve qu'en photographie, je vise avec l'œil gauche, ce qui en visée télémétrique est assez rare. Vous aurez aussi remarqué que je suis à votre droite, c'est-à-dire que moi, je suis à gauche de l'espace. Ce genre de choses, mais bon, on sait aussi que l'oblique est un vieux truc de dessinateur. Puis j'ai disserté sur l'axonométrie et la perspective, tentant par là vous expliquer comment, à partir de modèles exogènes à ma pratique, c'est-à-dire l'architecture, je prémédite le penser les formes de la musique, ou plus exactement, mes formes de la musique. Mais mon véritable enjeu fut de vous exposer quelques réflexions morphogénétiques. Je ne l'avais jamais fait auparavant, m'étant toujours gardé de présenter ce que j'estimais être un secret d'atelier, mais certains se souviennent sans doute de ce que je pense des secrets. Ainsi, la méthodologie de René Thom, qui est donc le père de la morphogénèse, en tout cas de ce chapitre que j'ai abordé avec vous, a représenté pour moi un formidable vecteur, une véritable petite machine de guerre au sens où on parle de Deleuze, comme un agencement linéaire qui se construit sur des lignes de fuite à penser le monde des formes de la musique. Comme vous le savez, j'espère, je ne me suis jamais préoccupé de donner à cette entreprise de conversion d'un modèle autre chose qu'une ambition poétique. C'est un nomadisme. Deleuze encore. C'est Deleuze qui se servait beaucoup de ce mot-là, le nomadisme. J'aime beaucoup ce mot aussi. Mais j'ai néanmoins entrepris de classer par quelques préceptes, si j'ose dire, simples, des catégories comme le bord, le pli, la fronce, l'ombilique, rajoutant au passage quelques attracteurs de mots crus, comme le repli, le dépli, la contraction et détraction, l'extension et l'extension avec fronce, auxquels s'ajoutent encore les espaces mixtes, c'est-à-dire des espaces coordonnés par couple. Ainsi, ces microformes, ces gestes de forme se dissipent et sont immobilisés par le flux de substances et de détermination qu'elles échangent avec le milieu qui les entoure, c'est-à-dire ma musique. Nous avons donc, et encore, deux espaces, mais cette fois-ci de toute autre nature, le modèle et la musique, ou plus exactement, et je vous prie de m'en excuser, ma musique. Pouvons-nous concevoir ou déchiffrer par un principe quelconque cette union contre nature? Je ne le crois pas.
Mais ça, pour l'avoir souvent répété, vous le savez déjà. En revanche, je crois à ce qui traverse, je l'ai dit aussi plusieurs fois, je crois à ce qui traverse et franchit le monde du penser et celui de la représentation du monde à un autre monde, celui de la création. À ce point, j'aimerais à présent vous lire un extrait d'un texte de Gilles Deleuze qui, à lui seul, pourrait résumer l'ensemble de mes propos depuis le début de ces cours au Collège de France, à savoir ce qui relève au fond de ma vraie question, celle que Deleuze nomme les intercesseurs. C'est aussi le titre de ce chapitre de Pourparler, qui est un livre en partie d'entretien de Gilles Deleuze, et le paragraphe que je vais vous lire s'appelle du doux nom de la transformation du boulanger. Ce qui m'intéresse, dit-il, ce sont les rapports entre les arts, la science et la philosophie. Il n'y a aucun privilège d'une de ces disciplines sur une autre. Chacune d'entre elles est créatrice. Le véritable objet de la science, c'est de créer des fonctions. Le véritable objet de l'art, c'est de créer des agrégats sensibles, et l'objet de la philosophie, créer des concepts. À partir de là, si l'on se donne ces grosses rubriques, aussi sommaires soient-elles, fonctions, agrégats, concepts, on peut formuler la question des échos et des résonances entre elles. Comment est-il possible que sur des lignes complètement différentes, avec des rythmes et des mouvements de production complètement différents, comment est-il possible qu'un concept, un agrégat et une fonction se rencontrent? Premier exemple. Il y a en mathématiques un type d'espace appelé espace riemannien, mathématiquement très bien défini, en rapport avec des fonctions. Ce type d'espace implique la constitution de petits morceaux voisins dont le raccordement peut se faire d'une infinité de manières. Et cela a permis, entre autres, la théorie de la relativité. Maintenant, si je prends le cinéma moderne, je constate qu'après la guerre apparaît un type d'espace qui procède par voisinage. Les connexions d'un petit morceau avec un autre se faisant d'une infinité de manières possibles et n'étant pas prédéterminées. Ce sont des espaces déconnectés. Si je dis c'est un espace riemannien, ça a l'air facile et pourtant c'est exact d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de dire le cinéma fait ce que Riemann a fait. Mais si l'on prend uniquement cette détermination de l'espace, voisinage visuel et sonore raccordés de manière tactile, alors c'est un espace de Bresson. Alors bien sûr, Bresson, le cinéaste Bresson, n'est pas Riemann, mais il fait dans le cinéma la même chose qui s'est produite en mathématiques, et il y a écho. Un autre exemple, il y a dans la physique moderne quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui a été analysé par Prigogine et Stengers, et qu'on appelle transformation du boulanger. On prend un carré, on l'étire en rectangle, on coupe le rectangle en deux, on rabat une partie du rectangle sur l'autre, on modifie constamment le carré en le réitérant. C'est l'opération du pétrin. Au bout d'un certain nombre de transformations, deux points, si proches soient-ils, dans le carré originel, se retrouveront fatalement dans deux moitiés opposées. Ça donne l'objet de tout un calcul, et Prigogine, en fonction de sa physique probabilitaire, y attache une grande importance. Là-dessus, je passe à René. Dans son film « Je t'aime, je t'aime », on voit un héros qui est reporté à un instant de sa vie, et cet instant va être pris dans des ensembles différents à chaque fois, comme des nappes qui vont être perpétuellement brassées, modifiées, redistribuées, de telle façon que ce qui est proche sur une nappe va être au contraire très distant sur l'autre. C'est une conception du temps très frappante, très curieuse cinématographiquement, et qui fait écho à la transformation du boulanger, au point qu'il ne me semble pas choquant de dire René est proche de Prigogine, tout comme Godard, pour d'autres raisons, est proche de René Thom. Mais de constater qu'entre des créateurs scientifiques de fonctions et des créateurs cinématographiques d'images, il y a des ressemblances extraordinaires.
Et cela vaut également pour les concepts philosophiques, puisqu'il y a des concepts différenciés de ces espaces. Du coup, la philosophie, l'art et la science entrent dans des rapports de résonance mutuelle et dans des rapports d'échange, mais à chaque fois pour des raisons intrinsèques. C'est en fonction de leur évolution propre qu'ils percutent l'un dans l'autre. Alors, dans ce sens, il faut bien considérer la philosophie, l'art et la science comme des espèces de lignes mélodiques étrangères les unes aux autres et qui ne cessent pas d'interférer. La philosophie n'ayant là-dedans aucun pseudo-primat de réflexion et dès lors aucune infériorité de création. Créer des concepts, c'est non moins difficile que de créer de nouvelles combinaisons visuelles, sonores ou créer des fonctions scientifiques. Ce qu'il faut voir, c'est que les interférences entre lignes ne relèvent pas de la surveillance ou de la réflexion mutuelle. Une discipline qui se donnerait pour mission de suivre un mouvement créatif venu d'ailleurs abandonnerait d'elle-même tout rôle créateur. L'important n'a jamais été d'accompagner le mouvement du voisin, mais de faire son propre mouvement. Si personne ne commence, personne ne bouge. Les interférences, ce n'est pas non plus l'échange, tout se fait par don ou capture. Ce qui est essentiel, c'est les intercesseurs. La création, c'est les intercesseurs. Sans eux, il n'y a pas d'œuvre. Alors si j'accepte le fait que je trouve l'ensemble de ce texte de Deleuze absolument magistral, car il représente véritablement pour moi ce qui fonde et ouvre la pensée, cette notion d'intercesseur rencontre celle du détournement dont je traitais la semaine dernière. En effet, le détournement relève également d'une capture, même si chez moi on aura pu constater qu'une capture peut rebooter vers le chemin. Mais ce qui me passionne dans ce texte et ce qui surgit, c'est la force magnifique du désir d'une pensée intégrale traversée par le mouvement profondément assuré de la souveraineté des concepts, mais surtout de l'imagination, de la création en somme. Alors voilà, pour y revenir, les intercesseurs, c'est ça. La morphogénèse, les fractales, les groupes eulériens, dont je n'ai pas parlé, et puis non, je me suis dit, c'est pas la peine, c'est ma cuisine. Et puis c'est vrai, vous l'avez compris, je franchis tellement les bornes édictées par le principe dont je me sers, que ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Je ne respecte pas les codes, vous savez. J'en change tout le temps. Je me moque un peu des codes, et puisque je ne dis rien, personne ne me demande rien. C'est la paix. On dit, ah, du sapin, c'est un intuitif, il fait ça comme ça, un peu au sentiment, à l'émotion, disent certains, comme si c'était simple, l'émotion. Je me demande comment je vais arriver à vous parler de l'émotion, parce qu'au fond, c'est ça le vrai sujet. Ou alors, dans le meilleur des cas, on dit, oh, quelle intuition. Et puis quand les gens sont très aimables, ils disent, oh, mais il est formidable. Mais on dit ça de tous, on dit ça de tout, on peut dire ça à n'importe quel moment, comme on peut dire le contraire. Chacun a son idée pour tenir debout. Vous vous souvenez de ce mot de Deleuze encore, tenir debout. Chacun peut avoir donc son idée sur la création. Et alors, justement, et puisque je ne parle jamais de musique, la création. Tiens, parlons-en. Dans ma leçon inaugurale, j'ai proposé un petit jeu à l'imagination du public. Imaginez une ligne sinueuse et ondoyante, très doucement elle s'incline un peu, puis se relève, esquissant des courbes irrégulières. Cela pourrait être une ligne musicale, quelques notes qui chantent, mais gardons plutôt l'image d'une ligne. Chacun de vous peut donc imaginer une ligne qui posséderait ce simple aspect. Elle est comme la métaphore d'une impulsion, c'est quelque chose que soudain nous inventons, presque en fermant les yeux. Si l'on veut, c'est un spectre visuel, l'épure fugitive d'une inspiration. C'est comme l'apparition de quelques
mouvement mystérieux de la vie. Cette ligne ne doit sa forme qu'à un enchaînement de décisions presque arbitraires. C'est comme un mécanisme dont les engrenages sont animés par des intuitions dissimulées à notre conscience. Mais il est possible de se réjouir avec, comme s'il s'agissait de prolonger un jeu d'enfant. Je vais donc jouer avec cette inspiration simple, cette vision initiale, par exemple jouer à la segmenter, puis à la reconstruire en quelque chose d'autre, à chercher différentes harmonies dans les proportions. Je vais travailler cette impulsion première, la réordonner comme on travaille avec un puzzle. Je peux aussi jouer à retrouver intacte ma première impulsion, à retrouver plus pure, plus intense, son inspiration première, voire à l'intensifier, à la comprimer ou à la dilater, pour subitement lui octroyer une fulgurance verticale, etc. Composer, disais-je, peut ressembler à ça. Cet exercice pour la pensée, proposé donc comme un jeu au public de l'inaugural, je l'avais préféré le plus simple possible. Je m'étais dit non, je ne vais rien montrer. Il faut entendre. Pour cette raison, il n'y eut qu'un peu de musique pour le piano et le texte de la leçon. Un peu comme aujourd'hui, mais sans musique du tout. Mais ça va venir. Et ce soir, en revanche, je vais vous montrer un très court film où cette invitation à imaginer va être convertie en image en vous présentant une petite animation que j'ai fait réaliser par le jeune Arthur Deschamps. Voilà donc ma ligne. Cette ligne que tout à l'heure je proposais à votre imagination. On va enlever la... C'est une simple ligne, n'importe laquelle aurait pu convenir naturellement. Je vais reporter cette ligne en rouge là, pour que vous en souvenez bien. Je vais continuer ce mouvement, n'est-ce pas, de penser, parce qu'il s'agit de penser. J'ai segmenté ici, vous voyez. Nous avons donc 3 objets complètement différents maintenant. Alors imaginez par exemple que ce soit une petite mélodie, hein, eh bien, vous auriez pu la segmenter comme ça aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette petite mélodie? Ben, ma foi, on peut jouer à plusieurs choses. Par exemple, à l'intervertir, voyez. C'est-à-dire que je mets ce qui était en 2, je le mets en 1. Voyez. On a déjà une autre forme. En même temps, il y a quand même une famille, quelque chose qui fait qu'on reconnaît les choses. Et puis, je recolle le tout. Et maintenant, nous avons 2 objets complètement différents, mais en même temps qui se ressemblent un peu. C'est une classe d'équivalence. Vous vous souvenez, j'ai parlé de ça la semaine dernière. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette ligne? Ben, ma foi, on peut la distordre. Vous voyez, on lui donne une certaine forme, comme ça. On crée de la tension dans les rapports. On crée des plis, des déplis, des attracteurs. On a implicité de nouvelles directions dans le déploiement de cette ligne. Continuons. On peut également lui redonner une forme complètement différente encore en l'étirant. Toujours, cette ligne est le résultat de celle-là, naturellement. Et puis, une fois qu'on l'a étirée, eh bien, on peut encore s'amuser à d'autres choses, naturellement. Et là, il faut que j'appuie sur le bouton, là. Pardonnez-moi. Vous voyez, là, à ce moment-là, on l'a fait pivoter. Souvenez-vous, les espaces diagonales dont j'ai parlé il y a quelques semaines. C'est-à-dire que la ligne qui existait là à l'instant, c'est pivoté. C'est comme si vous l'aviez vue en diagonale. Vous vous souvenez de cette question de gauche à droite, l'axonométrie? Nous restons dans la musique, naturellement. Vous voyez la forme qu'elle a aujourd'hui? Là, à l'instant. C'est merveilleux, moi je trouve ça. Mais c'est vrai, regardez, hop, complètement différent à chaque fois. À chaque fois, elle est impliquée dans le mouvement. Hop, elle est retournée. Elle a déjà toute une structure. Imaginez toutes ces petites lignes qu'on vient de voir, les unes derrière les autres. Imaginez qu'il s'agisse de notes de musique.
on aurait déjà là un corpus extrêmement important. Et puis on peut encore la raplatir, l'aplatir, etc., lui redonner une autre circonvolution intérieure. Et puis on peut aussi continuer. On reprend l'original, on le descend. Donc là, on est déjà dans la dialectique. On reprend la base, l'antériorité, et puis on la juxtapose. À ce moment-là, vous avez une figure de considérer que celle-là, disons, celle-là nous sert de modèle antérieur. Et puis, vous avez encore la possibilité d'inventer une quantité de formes différentes. C'est ça, créer. C'est-à-dire, c'est jouer avec ces choses-là. Vous voyez, à chaque fois, on invente une forme différente. Il suffit que je le bloque pour que quelque chose naisse. Et là, je fais descendre une troisième ligne. À ce moment-là, on retrouve le même phénomène. Mais on a une complexité beaucoup plus importante. Cette complexité s'accroît. Tout devient éminemment dialectique, les formes, les dysmorphismes de formes, les attracteurs, les replis, les extensions et les intentions aussi, on va y venir. Alors continuons. Nous allons faire disparaître notre proposition de base et proposer une chose assez simple. Voilà, nous avons une autre ligne. Voyez, il faut toujours entendre ça, quand je dis entendre, c'est au sens entendement, de façon très conceptuelle. Je vais laisser dériver cette ligne jusqu'à son destin, enfin, disons, son destin théorique. Elle va aller de gauche à droite comme une musique, enfin, elle se déroule. Vous voyez, là, elle s'est segmentée déjà. Vous voyez ? Et en même temps, c'est la même chose. Et là, il y a une forme qui a été créée, c'est-à-dire que chacun des micro-espaces que j'ai excisés, si j'ose dire, de la forme initiale, se retrouve déjà dans une complexité immense. Vous comprenez qu'en termes d'étude des formes, on est passé déjà d'un objet A à un objet Z, en quelque sorte. Et puis, ça aussi, c'est encore une forme, ça aussi. Et là, pourtant, quelque chose se reconstitue. Il y a eu un espace très complexe, et tout d'un coup, c'est devenu une ligne. Et là, on rentre à nouveau dans une série de mouvements qui vont tous, à partir des mêmes éléments, s'interconnecter, s'agencer. Il y a des reports, vous voyez, des choses qui étaient à l'avant, qui sont revenues. Eh bien, ce sont des replans, ce sont des détournements antérieurs. Toutes ces notions, je les ai abordées avec vous. Et puis, il y a des micro-transformations. Vous voyez, quelque chose est replanté encore à nouveau. Quelque chose qui revient. Ça se déplace, ça bouge. On croit qu'on est dans la même forme, mais on n'engendre que de la super complexité. Et pourtant, chaque élément vient du même élément de base dans le cas présent. Donc évidemment, tout cela, toutes ces formes qui bougent, vous sont présentées de manière, si je puis dire, la plus simple possible également. Mais créer une musique, ça ressemble à ça. Et puis, après, on peut tout replier et remettre comme au début. Au fond, ce qui se passe là-dedans, ce sont des processus de greffage. On coupe, on découpe, on redécoupe, puis on greffe des petits bouts de ceci, là, et autres bouts de cela, ici. Et ça repousse comme avant, comme si c'était ailleurs. Car greffer, c'est aussi former. J'éviterai évidemment toute référence médicale à ce mot, puis son actualité est trop lourde aujourd'hui, trop proche de pures et douloureuses questions éthiques. Alors restons dans le jardinage qui relève bien de notre seule question, en tout cas de la mienne. Comme vous le savez, la greffe est un procédé utilisé pour multiplier des variétés de plantes qui sont difficiles. Par exemple, des plantes fragiles, voire des plantes impossibles à bouturer et qui ne se reproduisent pas par semis. On ne peut pas les semer.
On utilise également la greffe pour adapter une espèce à un type de sol dans lequel elle ne se développerait pas. Et alors, il existe aussi des musiques, des bouts de musique fragiles, des musiques sur lesquelles aucune croissance n'est plus possible. La musique s'arrête brutalement et rien n'y fera plus rien. Ça n'avance plus. Ça s'immobilise, ça se fige. En un mot, ça se paralyse. C'est un sentiment que bien des compositeurs ou bien des artistes connaissent. Je le rencontre souvent et sous différents aspects. La semaine dernière, je vous ai fait part d'un problème de cette sorte sur l'opéra Passion. Ces quelques notes qui ne trouvaient pas le bon guet. Et j'espère vous avoir convaincu de la voie détournée que j'avais trouvée pour reprendre le détour de ce petit flux de musique. Mais dans l'exemple de la semaine dernière, ça ne se bloquait pas vraiment, en fait, parce que le flux était établi déjà par une atmosphère avenante de la musique, et qui, de toute manière, aurait pu trouver un autre guet, ou plus exactement, un autre chenal, ou un autre chenal par lequel passer. Mais quand ça s'arrête, on fait quoi? On revient en arrière pour trouver ou retrouver un chemin nouveau qui nous mènera à l'air libre? Ben oui, on peut faire ça. Alors on dévie, on courbe l'espace, on relie deux ensembles par classe d'équivalence, on dérive ou l'on détourne le tout. Vous le savez, toutes ces notions, je les ai abordées, traitées pour vous tout au long de ces semaines. Mais quand ça se bloque totalement, je n'ai pas abordé ça. Ben voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et ce n'est pas la fin de la chose en cours, non, 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 ça peut même mettre le début, ça peut même être à peine commencé. Alors on fait comment? On peut attendre. J'ai parlé aussi de ça, l'attente. On va dormir, et puis le cerveau travaille tout seul, et le lendemain, hop, on trouve sans chercher. Mais il arrive souvent que même en dormant, on ne trouve rien. Ah oui, c'est vrai. Et comme on ne peut semer ailleurs pour que ça repousse, c'est trop fragile. Alors, il faut greffer pour redonner de la vitalité à la pousse faible. Redonner de la vitalité, ça veut dire recréer un principe de croissance qui va extendre la forme. Et je reviens encore à Deleuze. Lorsque j'ai commencé à composer, j'avais été, vous le savez, très impressionné par le petit texte Rhizome de Deleuze. Je vous en ai déjà parlé, je crois, le 16 février. Ce petit texte qui était la préface à 1000 plateaux, hein, mais qui n'était pas encore publié. Donc le petit texte Rhizome circulait comme ça. J'avais une vingtaine d'années. Et oui, je sais, je suis peut-être un peu obsessionnel avec Deleuze. Mais par extension à ce texte qui fut là précisément un prétexte, c'était encore une façon de tenir debout, dévier ou détourner une notion à son profit et presque oublier le reste jusqu'à l'essentiel peut-être. Et pourquoi ne pas oublier l'essentiel de ce texte, puisque l'essentiel était bien là pour moi? Alors, par extension, disais-je, j'ai inventé, oui, je crois bien que j'ai inventé ce mot-là, le non-développement. Voilà, c'était mon projet, ne pas développer. C'était pour moi une façon de forcer la chose au profit du concept, trouver une ouverture dans le paysage musical désolé qui était le mien alors, en me contraignant à l'hyperconnexion par l'errance et la prolifération. C'était aussi chercher à perdre le centre, confondre le lieu et la topologie. Mais il n'est pas si simple de trouver un autre monde en s'agitant dans tous les sens. Il fallait bien développer quelque chose, un peu comme si vous vouliez faire avancer, progresser une situation X. Eh bien, vous choisissez de ne plus avancer du tout. Ou alors, c'est un peu comme lorsque vous voulez dire quelque chose à quelqu'un. La solution est souvent de ne plus rien dire du tout. Alors, pour moi, restons dans la musique, la solution fut de ne pas développer. Bon, voilà, ne pas développer.
Oui, mais comment? Il faut quand même développer quelque chose, non? De quel principe de réalité cela peut-il relever? En un mot, ça ressemble à quoi ne pas développer? Alors, lorsqu'on prend un matériau musical, je veux dire, on le prend, on s'en saisit, oui, je sais, c'est toujours comme ça. Il y en a toujours peu de ce matériau. Ce sont quelques notes dont on espère qu'elles posséderont l'avantage de se déployer, presque de se désenvelopper d'elles-mêmes. C'est comme un origami. J'ai parlé de ça aussi. Les origamis, on déplie et la forme s'extend. De tout temps, les compositeurs ont cherché ça, développé. Pensez à Bach, Jean-Sébastien Bach, l'immense Bach, qui bâtissait des cathédrales sonores sur quelques notes. Au fond, ça se résume à ça. Vous avez peu de choses et ça donne beaucoup. Moi, je me suis dit, puisque vous connaissez maintenant mon amour des propositions inverses, moi, je me suis dit, comment faire peu avec beaucoup? Et puis, tout à coup, reprendre la même proposition antérieure et continuer encore. À chaque fois que la matière arrive à son point de tension au maximum, c'est-à-dire au moment où elle arrive au point de contraction qui lui permettrait de se dérouler, de se déplier presque d'elle-même, hop, vous l'arrêtez. Et puis, vous recommencez. Vous avez alors des petites formes très courtes qui s'enchaînent en posant toutes les questions que nous connaissons déjà, au fond, et que j'ai abordées devant vous ces dernières semaines. C'est comme un rebroussement. Du même coup, vous avez la déviation, la courbe, ce qui relie, le détournement et la greffe. Parce que toutes ces petites formes rebroussées sur elles-mêmes comme des petits animaux presque au bord de l'implosion énergétique se reconnectent en multiplicité nouvelle sans qu'aucune jamais ne se développe, un peu comme le petit film que je vous ai présenté. Le non-développement, c'est ça, développer sans jamais développer. En revanche, vous dévoilez la forme contenue par l'énergie. Cette énergie est une force. C'est comme un concentré de matière hautement calorifique qu'il faut dépenser. C'est-à-dire, il faut vraiment brûler cette matière combustible. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme un peu de feu dans la main, quoi. Ça brûle de partout. Une multiplicité, pour moi, c'est ça, c'est un peu ça. Bien sûr, évidemment, tout ça, ce sont des métaphores, n'est-ce pas? Tout ça, eh bien, ça veut dire que c'est comme ça que je pense. Mais c'est peut-être pas comme ça que ça pense. C'est une intention encore, ou plus exactement, une déclaration d'intention. Parce que, je le sais, dire que je ne développe pas tel ou tel matériau pour mieux le désenvelopper, etc., ou que je mène cette chose-là à ce point d'incandescence, oui, c'est une déclaration d'intention. Une fois encore, vous ne pouvez pas savoir si c'est vrai. Et peut-être moi non plus. Comprenez-moi bien, pour que cela se vérifie, il faudrait le faire. C'est-à-dire prouver le contraire par l'expérimentation de cette chose. Plus simplement, je vous dirais alors, vous voyez, là, je développe, et ici, j'arrête le développement de ce matériau. Bon. Et puis là, je vais faire le contraire. Je vais développer cette matière, cet ensemble de sons, ce son-là, et puis vous comparez les deux. Et voilà, comme ça, je démontrerai quelque chose qui aura été validé par l'expérience, comme font les scientifiques. Eh bien non, je ne suis pas un scientifique, je ne peux pas. À propos du développement, dans mon cours du 9 février, je vous disais déjà, c'est peut-être une impossibilité technique à considérer cette technique de la pensée musicale. Par exemple, on pourrait m'objecter que c'est parce que je ne sais pas le faire. Ben oui, sans doute, je ne sais vraiment pas le faire. Mais comment vraiment savoir puisque je ne le fais pas? Ce que l'on comprend, c'est ce que l'on cherche. Souvenez-vous de cette merveilleuse citation de Soulages. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Et c'était la première citation que je vous avais proposée. Alors pour apprendre ce que j'ai cherché longtemps, depuis longtemps, eh bien pour apprendre, je compose de la musique. Voilà ma déclaration d'intention
C'est ça, quoi. Je le fais. Je compose. À présent, eh bien, à présent, nous sommes dans l'intention. Mon intention, c'est ça, composer. Et puis, je le fais. Toujours. Et ça, ce n'est ni une déclaration d'intention, ni une intention. Ça, c'est juste une tension. Et ça n'est plus la même chose. Une tension, c'est une force. Cette force naît de la résultante de deux objets qui se tirent l'un l'autre en deux directions opposées. Comme cette petite tasse qui devenait un donut, là. C'est comme parler de musique aussi. Par exemple, mais c'est juste un exemple, hein, je ne cesse pas, depuis des semaines, de parler autour de la musique. C'est une tension aussi. C'est-à-dire qu'il y a comme deux forces opposées qui tirent et s'étirent l'une contre le sens de l'autre sans jamais arriver à se séparer. C'est comme en topologie. Sous la tension, la forme de ce discours entre discours et musique se distord continuellement, mais aucune de ces parties ne s'extrait d'une autre. Cette tension entre la langue qui parle de la musique et de la musique qui ne parle pas est une forme qui ne cesse pas de s'étirer et se distendre. C'est une torsion. La propriété reste invariante, c'est-à-dire rien ou presque rien ne passe de la langue parlée à l'autre. Cette impossible langue qu'est la musique, c'est un monde impossible. Un peu comme cette forme impossible que vous voyez derrière moi depuis quelques instants. Et voilà, ça c'est une forme impossible. C'est un monde étrange, une forme étrange dans laquelle l'image que l'on voit ne correspond pas à la représentation que peut s'en faire le cerveau. Et pourtant, vous la voyez, cette forme impossible. Celle-ci a été dessinée et considérée comme la première construction impossible à 3 barres. Elle a été dessinée par Oskar Reuterswärd en 1932. J'en ai quelques autres à vous proposer. J'aime beaucoup ce genre de choses-là. Je médite beaucoup sur des objets comme ça. Vous voyez, c'est véritablement un dessin qui ne peut avoir aucune application réelle. Et pourtant, on le voit. Ce débat avec moi-même, qui tente toujours de placer, de déplacer cette question de la musique par la parole, vous comprenez, c'est impossible à vivre comme tension. J'aime beaucoup le faire devant vous et je vous remercie profondément de votre attention à cette tension que je vis et tente de vous exprimer. Je suis très ému par ça. Mais vous comprenez, malgré le plaisir que cela m'offre, c'est impossible à vivre cette intention à la parole comme tension. Toutes ces déclarations d'intention sont des tensions sensationnelles parce que ça tire dans l'autre sens chez moi. Alors je vous ai parlé de notions, mais ça aussi c'est une tension. Parce qu'il est presque impossible de vous expliquer comment ça tend dans l'autre sens, celui de la musique. C'est pour ça que pour parler de musique, j'aime toujours ne jamais parler de musique. Parce que vous avez remarqué, au fond, je ne parle jamais de musique. Seulement autour. C'est toujours un détour autour et alentour. Alors j'invente des systèmes, sans jamais faire de théorie, ni même jamais m'inquiéter de la moindre cohérence entre eux. La question de la cohérence, et même celle de la cohésion des systèmes, est pour moi un sujet flou. Et alors je greffe des tas de petites machines à greffer, d'autres greffent tout autour. Je dis toujours une chose pour une autre, parce que c'est ça que je cherche, comprendre ce que je fais, et quelquefois, surtout, n'y rien comprendre. Surtout pas. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour l'analyse musicale. Je veux dire la vraie analyse,
celle qui tranche, découpe, sectionne, fragmente, et puis recolle tout dans le bon sens. Souvent celui qui convient à l'édification des certitudes. Vous comprenez, moi je n'ai pas de certitude. J'aime bien quand ça saigne plus, quand ça inquiète tous azimuts. Je ne veux pas savoir, mais je veux toucher ce qui traverse, parce que jamais je ne veux éviter. Pour y revenir encore, quand je parle de morphogénèse, eh bien, c'est parce que ça m'inquiétait vraiment. Pour moi, découvrir ça, c'était le point de tension maximum du stress, quoi. Idem pour les fractales, l'architecture, l'axonométrie ou même la photographie. Je veux tout voir en biais et greffé dans tous les sens. Et aussi, tenez, tiens, revenons à la question du développement. Ça, c'est une question qui rassure les musiciens, on le sait bien. Notre métier de musicien est dévoré par les vérités du métier, de la profession, du professionnalisme. Il est plein de spécialistes de la spécialité, comme dit Godard. Le critère en musique, c'est le musicien complet. Mais c'est quoi un musicien complet? Eh bien, c'est assez facile à comprendre. Moi, j'ai compris et je sais ce que c'est. Un musicien complet, c'est quelqu'un qui sait tout et qui sait tout faire. Tout d'abord, il a une brochette de diplômes certifiés à faire pâlir un maréchal. Il sait jouer du piano, du violon, diriger, composer, il connaît toute l'histoire de la musique et même le futur de la musique. Il parle évidemment au moins 5 ou 6 langues. Rien de la musique n'a de secret pour lui. Eh bien moi, au vu de ces critères, je suis un musicien incomplet. Car la musique n'est qu'un secret pour moi. C'est comme si le temps passait et que j'en savais moins encore qu'avant. Oui, je sais, c'est facile à dire, mais c'est assez vrai. À chaque fois que j'apprends quelque chose, c'est comme ça, c'est comme si ça reculait. En revanche, je peux un peu vous rassurer et vous expliquer pourquoi j'aime écrire pour le quatuor à cordes. Puisque justement, c'est de quatuor à cordes dont il s'agit vraiment aujourd'hui. Alors, ne dérogeons point à la méthode. Commençons donc par tourner autour. J'aime beaucoup regarder les fluides, par exemple l'eau qui s'écoule, les nuages qui passent. J'ai fait beaucoup de photographies de nuages, le feu, mais aussi la fumée, ce qui n'est pas la même chose. Cette image que vous voyez sont de Étienne Jules Marais, qui fut le photographe des fluides. J'extrais ces merveilleuses photographies du livre de Georges Didier Huberman et Laurent Manoni, qui s'appelle « Mouvement de l'air ». Ces images datent de 1895, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est assez simple. Il y a 3 choses, l'air, la fumée et un obstacle. Alors, pour bien comprendre, c'était une machine à fumer. La fumée sort par là, par ces petits canaux comme ça, et puis il y a des introductions de soufflets d'air qui vont perturber le flux. C'était une étude du flux. Mais quand je vois ces images, c'est comme avec la musique, quoi. Les sons se heurtent eux-mêmes à l'air. Parce qu'au fond, c'est ce qui se passe. Les sons sont comme des obstacles également, où l'air est un obstacle au son. Et ce qui est beau ici, ce sont les formes. Ce sont comme des accords, vous voyez, ces lignes droites, d'accords dont le flux est comme voilé, gauchi par l'obstacle. Par exemple, l'obstacle de cet accord est dévié, vous voyez.
Oui, on retrouve là non seulement ma notion de dérivation, mais aussi celle de l'espace diagonal. Parce que vous voyez là, l'espace se tord. C'est une torsion de côté, ça penche dans l'autre sens. Mais le flux continue. C'est comme si le bord de l'obstacle était le principe de forme. Alors ce sont des choses comme ça que je regarde, ou plus exactement que je retrouve en composant ma musique. C'est-à-dire, je compose ma musique, et puis un jour je vois ça, et je me dis, mais c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire quelque chose commence. C'est assez droit, hein. Peu importe que droit ne veuille pas nécessairement dire que ça sonne droit. Et puis il y a un élément qui va former la forme. Vous voyez ici, c'est ça, c'est ici que c'est intéressant, vraiment pour moi. C'est un attracteur, encore. Hop. Il y a là comme un pli qui se forme et se replie, puis se déplie à nouveau, etc. J'ai fait un petit catalogue de formes pour vous. Ici, on a une reconstitution de la machine à fumer qui a quelques années, je crois, et qui présente l'avantage de nous offrir la couleur, où le phénomène est parfaitement clair. Dans mon quatuor numéro 5, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, ça commence avec des pizzicato, et puis ça se forme dans l'aigu. Il y a une mélodie qui arrive, qui scinde doucement l'espace en deux. C'est une disjonction de l'espace harmonique. Mais dans le quatrième quatuor, c'est la même chose. Et en même temps, tout le contraire. Parce qu'ils chantent tous ensemble, tous les quatre, une même partie qui va se diviser en 4 parties rivales. Oui, on peut dire que c'est toujours comme ça. Et vous savez bien que c'est toujours comme ça dans toutes les musiques. Mais dans ces 2 quatuors, il y avait peut-être là quelque chose de différent qui se jouait dans les bords même de la forme. La forme se fissure comme cette fumée et se reconstitue par greffons successifs. Ainsi, la forme est toujours exposée à d'autres obstacles. Ce sont des freins. Mon 4e quatuor fonctionne exclusivement comme ça. Il y a des freins partout qui empêchent la forme de se dérouler. Alors c'est une lutte, c'est une tension permanente entre le lieu de l'expression et sa topologie. Mais ces freins ne viennent pas toujours du mouvement qui anime la forme même. Je veux dire, celle-là, celle qui est en train de se faire. Non, souvent ces freins qui forment la forme comme le flux, l'air et l'obstacle de la fumée viennent d'autres quatuors. Le premier, le 2e ou le 3e. Ainsi, tout communique et tout est connecté et reconnecté. Il y a comme des micro-greffes d'une forme à l'autre. Ce sont aussi des bouts de rhizome. Ces greffes de rhizome fécondent le flux et ou le freinent. Car freiner, dans certains cas, c'est aussi avancer. Le frein agit comme un attracteur de forme. C'est la résistance qui produit l'appareillage de la forme. Pensez aux avions. Ce moment où la machine emmagasine son énergie au maximum, tout frein debout, si je puis dire. Et puis tout à coup, les freins lâchent et ça part. Dans le monde, comme représentation, Schopenhauer parlait déjà de la tendance sourde, inconsciente, nécessaire de la matière où déjà, cependant, perce un antagonisme et une lutte interne dans le combat de la pesanteur contre la résistance. Alors le quatuor, eh bien c'est une vieille histoire, au fond. J'ai écrit mon premier quatuor en 1982, alors que j'étais à la Villa Médicis à Rome. Juste avant, en 79-80, j'avais écrit un trio à cordes sous-titré « Musique fugitive » en référence au concept de la ligne de fuite chez Deleuze. Pour l'anecdote, j'avais
appelé mon trio à cordes. Et je l'avais sous-titré Musique fugitive. Et aujourd'hui, ça s'appelle Musique fugitive pour trio à cordes. Et je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé là, parce que j'ai jamais voulu appeler mon trio Musique fugitive pour quatuor à cordes, mais tout le monde l'appelle comme ça aujourd'hui, ce qui fait qu'il est présenté dans les programmes comme cela. Et j'ai fait vérifier il y a 1 an ou 2 par mon éditeur pour savoir ce que j'avais donc mis, parce qu'à chaque fois je m'oppose à ce qu'on appelle ça musique fugitive pour trio à cordes. Et bon, je ne peux plus rien faire pour l'instant. Deleuze, dans Rhizome, cite Carlos Castaneda dans un livre qui était très fameux pendant mon adolescence, appelé L'herbe et la petite fumée. Que lisaient beaucoup les gens qui aimaient beaucoup les substances illicites. Mais il y a dans ce texte quelque chose d'assez fabuleux au plan formel. D'abord, dit Castaneda, va à ta première plante. Et là, observe attentivement comment s'écoule l'eau de ruissellement à partir de ce point. La pluie a dû transporter des graines au loin. Suis les rigoles que l'eau a creusées, ainsi tu connaîtras la direction de l'écoulement. Cherche alors la plante qui, dans cette direction, se trouve la plus éloignée de la tienne. Toutes celles qui poussent entre ces deux-là sont à toi. Plus tard, lorsque ces dernières sèmeront à leur tour leurs graines, tu pourras, en suivant le cours des eaux, à partir de chacune de ces plantes, accroître ton territoire. Deleuze ajoute « La musique n'a pas cessé de faire passer ces lignes de fuite comme autant de multiplicité à transformation, même en renversant ses propres codes qui la structurent ou l'arbrifient. Ce pourquoi la forme musicale, jusque dans ses ruptures et proliférations, est comparable à de la mauvaise herbe, à un rhizome. Ainsi, mon trio à cordes est conçu sur ce concept de ligne de fuite. C'est grâce à ce texte que j'ai pu entreprendre à imaginer vraiment d'autres extensions de formes, des formes dont le territoire s'accroissait de lui-même comme animé par une vie biologique propre, sans jamais me préoccuper de ce qui l'initiait comme motif développant. C'est pour cette raison que j'ai pris l'habitude de dire qu'un début n'a aucune importance et que l'on peut commencer ou continuer une musique sur n'importe quel motif ou geste musical. C'est là sans doute que naît ma fascination, et j'en ai parlé ici plusieurs fois, des variations Diabelli de Beethoven, car aussi dans cet immense, ce monument de la pensée humaine, ce qui compte est non pas d'où ça vient, ce qui compte est ce qui s'accroît, ce qui compte est l'accroissement du territoire. Mais revenons au quatuor à cordes. Le quatuor, c'était autre chose, plus complexe à faire parce que plus chargé d'histoires lourdes, à l'inverse du trio qui fut un genre considéré comme mineur, et peut-être même encore aujourd'hui. Le trio, c'est une forme asymétrique. C'est un chiffre impair. Le quatuor, malgré son chiffre, qui lui est pair, c'est pire encore. Malgré les apparences, le réseau d'énergie n'est pas symétrique à mon sens. Et c'est là tout le génie de cette forme qui a perduré par-delà les siècles, et surtout au-delà même de son premier principe qui était harmonique. C'est-à-dire que sa question, c'était l'écriture à 4 parties, 4 voix qui sont, comme l'on sait, le principe des principes de l'écriture harmonique classique. Et il est étonnant de constater comment cette forme, ce genre, a su se régénérer au-delà de sa norme fondatrice. Encore une fois, ce qui semble avoir compté pour le quatuor, et non pas d'où il venait,
mais ce qui relevait de son accroissement territorial. Aujourd'hui, il est normal de considérer cette forme, ou plus exactement, comme je le disais, ce genre qu'est le quatuor à cordes, comme une forme d'expression entière, vivante, en un mot, moderne. Rares sont les compositeurs qui ne s'y essaient pas, même si l'on peut avancer le fait que rares sont ceux, enfin il y en a quelques-uns quand même, qui dépassent le simple opus. Cela, il faut quand même le dire, grâce à des quatuors comme le Quatuor Arditi, qui a su créer un répertoire et également un mouvement dont le Quatuor Danel, qui est avec nous ce soir, sont parmi les meilleurs et les plus fiers et les plus talentueux quatuors d'Europe. Mais en 1981-82, lorsque Arditi Quartet, qui n'était pas très connu, me commande ce quatuor, ce n'était pas si courant encore. La forme quatuor semblait un peu désuète et les questions qui fusaient autour étaient, je me souviens, d'ordre un peu ironique. Ah oui, un quatuor, c'est un peu vieux jeu, ça. Et finalement, le quatuor partageait ça avec l'opéra. L'opéra aussi était une forme qui était, j'en parlerai, je pense, dans les semaines qui viennent, mais une forme que j'appelle prépensée. Il était amusant de constater à quel point, lorsque vous faisiez, même très jeune comme je l'étais, une pièce pour d'orchestre, personne ne vous demandait « mais pourquoi vous faites une pièce pour orchestre ?» Voilà. Mais quand vous faites un quatuor à cordes, on vous dit « ah, mais attention, Beethoven, Haydn, tout ça ». Il y avait quelque chose de différent, je pense. Et l'opéra, c'est pareil. Sauf que l'opéra, en général, on vous dit, mais c'est pas comme ça l'opéra, c'est comme ça, vous voyez. Vous n'avez rien compris, il faut faire comme ça. Alors ça, c'est autre chose, on abordera ça la semaine prochaine. Mais je suis sérieux, vous savez. Alors, le quatuor à cordes, eh bien, ça a continué. Il y a eu le premier, mais le premier a eu un destin un peu particulier. Puisqu'à la vérité, je l'ai complètement raté. Et j'ai mis assez longtemps à m'en rendre compte, une dizaine d'années. Et 10 ans après, dans les années 92-93, j'ai repris ce quatuor à cordes, et c'est la seule partition que j'ai entièrement refaite de A à Z, puisqu'il durait à peu près, je ne sais plus, mais peut-être une vingtaine de minutes, un petit 20 minutes ou 15 minutes, je ne sais même plus. Et je l'ai, mais détracté dans le sens inverse. C'est-à-dire que je l'ai entièrement réduit, je l'ai entièrement contracté, extendu dans le sens inverse, j'ai replié toutes les formes et je l'ai réintégré dans le cycle qui existe aujourd'hui, puisque mon intention est d'écrire 7 quatuors à cordes. Alors après ce premier quatuor qui, 10 ans après sa création, s'est retrouvé comme un peu la technique des Indiens Givaro réduite à peine 9 minutes, ça a quand même continué entre-temps, puisque quelques années après, en 88-89, j'ai composé Time Zone, mais qui, par un certain retour d'histoire à l'inverse, a eu exactement l'histoire opposée au premier. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait 20 minutes ou un quart d'heure, et puis qui répondait en somme à la commande, encore une fois, du Quatuor Arditi et du Festival d'automne. Et en fait, je me suis aperçu que quand j'ai fait ce quatuor de 15 minutes, je me suis dit, mais il manque au moins 30 minutes à ce quatuor. Et donc, ce quatuor est devenu très long. Et c'était néanmoins le quatuor numéro 2. Vous voyez, une sorte de technique Givaro, mais à l'envers, encore une fois. Et là, time zone, qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez, ça veut dire fuseau horaire. Et dans ce quatuor à cordes, il y a 24 pièces d'une durée donc de quelque chose comme 40 minutes. Alors, time zone, fuseau horaire. Le titre m'était venu alors que je vivais un peu aux États-Unis. J'étais sans cesse soumis au décalage horaire. J'ai écrit ce quatuor à peu près... oui, c'est vrai, en fait, à peu près sur la moitié de la planète.
dans des avions qui m'ont mené cette année-là de Rio à Tokyo, de New York à Paris, et puis d'autres voyages, beaucoup de voyages. Et pas seulement des voyages comme l'on croit, des tas de voyages, des détournements aussi, des déviations, enfin la vie, quoi. Time Zone, c'était ça. Ça avait été une vraie machine à penser les formes du temps, bien que je dise toujours le contraire au sujet du temps. Je ne m'intéresse pas au temps, tout ça. Une contradiction, un paradoxe encore. La forme dans ce quatuor s'enfonce vers l'absence, ça semble même s'arrêter un moment, et puis ça reprend de plus belle jusqu'à la fin. Mon quatuor numéro 3, c'était autre chose, divisé en 4 mouvements, la supersymétrie, au moins une fois, avec un mouvement, le troisième, qui se perd en méandres sinueuses et ondoyantes d'un lyrisme assez inattendu, et peut-être même pour moi. Mais je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça. Le quatuor est chez moi, je dois dire, la forme essentielle, celle à laquelle je ne manquerai jamais, parce que son essence, son être essentiel est le réceptacle le plus pur. Et là, vous savez, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais je le rappelle, j'aime aussi les paradoxes, qui ne sont pas toujours des contradictions. Le plus pur, disais-je, pour creuser au plus profond les formes à venir. En ce sens, oui, le quatuor à cordes reste encore aujourd'hui une forme expérimentale, c'est-à-dire une forme qui consiste à tester la validité des hypothèses que l'on s'offre pour créer. Et dans mes 5 quatuors, il y en aura d'autres. J'ai tout mis. Tout se connecte et se reconnecte d'un quatuor à l'autre par greffe et micro-greffe. Et ça dévie, ça se relie, ça se courbe de l'un sur l'autre, ça se détourne. Les musiciens du quatuor d'Annel, qui jouent mes 5 quatuors, vous en parleront peut-être, si je n'étais pas si bavard. Parce qu'ils sentent ça dans leurs doigts. C'est comme la main du pianiste dont je parlais il y a 2 semaines. Ça reste dans la tête aussi. Mais ces quatuors ne sont jamais construits dans le bon sens. Tout s'inverse. Par exemple, le 4 est presque écrit à l'envers, de la fin vers le début. Mais c'est impossible à entendre. Vous êtes presque obligé de me croire. Ben oui, encore un paradoxe. Le 5e aussi, déplié de l'après sur l'avant, comme par couches successives. Ce 5e quatuor est le plus récent. Je l'ai terminé il y a... J'ai terminé quand il y a 2 ans. 2 ans et demi, je ne sais plus, oui, 2 ans. Et après, j'ai fait une partition dont j'ai quelquefois parlé ici, pour la Philharmonie de Berlin, qu'on va créer bientôt, qui s'appelle Reverso. Vous savez, Reverso, ça veut dire à l'envers. Et c'est une forme dont l'idée m'est venue pendant la composition de ce quatuor à cordes. Parce que ce qui est au début n'est pas le début, en fait, c'est la fin. Tout a été replié, déplié, contracté. Les choses se sont mises en place après. Mais ce sont des phénomènes que bien des compositeurs, je crois, connaissent. Mais chez moi, chacune des décisions qui fondent la forme est reprise nécessairement par son contraire. Voilà comment la forme de l'art dont nous parlait Jean-Luc Godard peut devenir un style. Et même si je puis dire le son du quatuor, l'appareil de cette extraordinaire possibilité d'expression sonore, son invraisemblable virtuosité et surtout cette possibilité de n'être qu'un, je ne pourrais jamais répondre à cette très aimable dame qui me demandait donc la semaine dernière pourquoi je n'expliquais jamais mon son. Parce que chez moi, la forme est devenue un style. Enfin, j'ose le penser. Et même, si je n'oublie jamais cette phrase de Flaubert qui nous conseillait de ne pas confondre le style et la grammaire. Mais c'est en ce sens que composer pour le quatuor reste pour moi la forme de la musique, celle où le lieu, c'est-à-dire le vrai topos dont je parlais au tout début, se confond
avec la limite du corps enveloppant, c'est-à-dire avec le corps sonore dans lequel cette limite s'incarne, c'est-à-dire, ici, le quatuor à cordes, et rien chez moi ne résiste à ce monde impossible. À présent, je vais inviter le quatuor d'Annel sur scène